Passons au baseball, les boys, où on a quand même encore là, des nouvelles qui nous sortent. Est-ce que sentez-vous un petit peu petite affaire là, du baseball? On est 1er février. Dans 5 semaines, les camps recommencent déjà. Là. Je me souviens plus c'est quand la date précisément, mais c'est genre autour de la Saint-Valentin. Là, on a déjà des Spring Training Reports. Là. Mm-hmm. Ouais, les camps commencent dans 2 semaines après, puis la classique mondiale dans un mois aussi qui va être extrêmement intéressant de surveiller. On va en parler plus tard de la classique mondiale. Il y a eu des grosses histoires dans ce dossier-là de cette semaine. Ça a été spectaculaire. Juste avant, quand même, Jacob Wilson. Avez-vous déjà entendu parler de ce gars-là? Jacob Wilson. Faites parler un petit peu de lui cette année comme joueur de 2e année chez les Aces. C'est quand même une grosse saison. Et bon, on s'assure là de ses services pour les prochaines années. Vous me direz, les gars, mais quand même, extension de 7 ans. Il va avoir 24 ans là, dans moins de 2 mois. On peut dire Pop, vite là. Mais les Aces, avec le déménagement qui concorde dans pas très long, on s'enligne peut-être finalement, dis-je, touche du bois, une équipe compétitive lorsqu'ils s'en iront à Vegas. La vie est drôlement faite, hein? La vie est Il n'y a même pas un an, on leur a tellement cassé du sucre sur le dos à cette équipe-là d'être cheap. Mais tu sais, on était à Oakland, là, on est à Sacramento, mais c'est drôle, hein? Depuis qu'on a avancé ce projet-là de Sacramento-Las Vegas, on signe du monde, hein? Les contrats, ça nous fait plus peur, hein? On va mettre une belle équipe sur le terrain, hein? John Fisher a décidé, c'est-tu quoi? C'est vrai que c'est le fun quand mon équipe gagne. Ça fait de l'argent, une fois de temps en temps. On va sortir des contrats. Let's go! Et pour vrai, j'aime. Je commence à vraiment aimer ce que les. Je vais dire encore, là, je m'en fous, là. Puis ça, vous pouvez me dire, je les appelle encore les Aces d'Oakland. Fuck off. Je vais les appeler les Aces d'Oakland. D'ailleurs, Pop, ça me fait penser, tantôt on parlait de Sean McVay. C'est quelle équipe qui entraîne déjà? Les Rams de Los Angeles. Je vais te dire pourquoi. Wow. Je vais te dire pourquoi je fais la nuance. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pourquoi je fais la nuance? On a changé d'état, on a changé de couleur, on a changé de logo. Pour moi, les Rams de LA, ça fait plus nouvelle équipe que, mettons, les Chargers de San Diego qui ont gardé leur couleur, sont restés en Californie et qui ont gardé leur même logo. Fait que pour moi, c'est la... Pour moi, il n'y a presque aucune nuance entre San Diego et les Chargers actuels. Par contre, les Aces d'Oakland, ça, c'est juste par fucking principe que cette équipe-là aurait jamais dû partir et que fuck John Fisher. Je vais les appeler les Aces d'Oakland si ça me tente. Ceci étant dit, là, on a signé Jacob Wilson. On a signé Tyler Soderstrom pour être le futur joueur de premier but de l'organisation. On a Luis Severino qui est encore, qui s'en vient. Lawrence Butler qui est comme un peu un voltigeur de droite d'avenir, si on peut dire ça, ou du moins à moyen terme aussi. Brent Rooker, on est allé chercher Jeff McNeil en échange avec les Mets de New York. Honnêtement, là, je ne sais pas pour vous autres, là, mais si, mettons, les Mariners de Seattle... ça ne lève pas en attaque, puis on a un peu de misère, on a quelques blessés du côté des lanceurs, on peut legit penser qu'il pourrait y avoir une course dans cette division-là. Moi, je regarde tout ça, puis je me dis, les Astros, on commence vraiment à décliner, puis là, c'est pas juste de genre, la dynastie est finie. Non, là, la fenêtre de championnat est finie. On est en train de décliner. Les Rangers du Texas viennent de vendre bon nombre de joueurs durant l'entre-saison, en plus d'avoir échangé Marcus Semien. Les Angels de Los Angeles, LOL. Fait que pour le reste, pour vrai, là, l'Ouest de l'Américaine l'an prochain, il faudrait que les planètes soient un peu alignées. Mais les Aces d'Oakland, attention. Attention.
J'aime ça. Puis écoute, juste une petite précision sur Lundstrom. Peut-être pas au premier but, peut-être plus au champ gauche pour lui, parce qu'il y a quand même un certain Nick Kurtz, C'est vrai, recrue de l'année, qui vient de il a tout été casser. switch en milieu de saison. Exact. Fait que Kurt s'est rendu le vrai joueur de premier but, parce que ça va être de frappeur désigné éventuellement avec le temps, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est le plan. Puis on a quand même aussi, l'année passée, tu vois, on a échangé Mason Miller, mais on avait obtenu Leo DeVries, qui est un des plus beaux espoirs de tout le baseball majeur. Tu sais, tranquillement, pas vite, le noyau à Sacramento, même si tu peux pas dire Sacramento, c'est interdit, là, le noyau des Aces commence à être vraiment, 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 vraiment intéressant. Chez Langeliers aussi, qui est un bon receveur offensif. Là, la question, c'est comment ça va tenir au monticule. Parce que tu as beau avoir autant de frappeurs que tu veux, le monticule reste une faiblesse du côté des A's. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Est-ce que Leo DeVries pourrait être monnayé pour aller chercher du renfort au monticule? Sérieusement, ça pourrait être une possibilité à ce niveau-là aussi d'aller chercher peut-être un ou deux partants avec Leo DeVries. Ou à la limite de l'aide dans l'enclos, mais ça va vraiment être intéressant de voir comment on va gérer ça. Puis, écoute, offensivement, du moins, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se dire qu'ils ont un plus beau futur que les Eggs. Niveau purement de l'alignement. Là, même, je te dirais même un plus beau présentement. Oui. Ben, il y a encore peut-être 1 ou 2 ans. En fait, en ce moment, offensivement parlant, là, ils sont, disons, le Canadien de l'an passé. Pas mal tout le monde est arrivé, t'as pas mal le groupe qui a de l'allure, mais tu sais qu'il y a encore du renfort qui s'en vient éventuellement. Fait puis tu sais que tes jeunes vont commencer à maturer, prendre de l'expérience. Fait que je comprends quand tu dis présent, puis oui, ça va faire du bruit dès maintenant. Je serais pas surpris que les A's, en assumant que tout le monde reste en santé, évidemment, soit l'une des meilleures équipes offensives de la MLB cette année. Mais pour moi, la pleine maturité offensive de ce groupe-là est dans peut-être, je dirais, 2-3 ans, si tout va bien, évidemment. Là, on sait que ça peut dérailler rapidement, mais extrêmement intéressant. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça du côté des A's. Est-ce qu'on va aller chercher un gros lanceur? Ce serait cool pour cette équipe-là, même si, bon, ce serait dommage pour les fans. En tout cas, moi, je fais juste dire que si le Canadien, l'année dernière, avait une équipe, avait une attaque dans le top 10 de la LNH l'an dernier, je serais tellement heureux de les voir à quel point ils seraient encore plus dominants aujourd'hui, parce que les Aces, selon le WRC+, étaient 10e dans la MLB l'an dernier. Il faut dire aussi que certains diront peut-être le stade joue peut-être dans le faveur pour les Aces, étant donné que c'est pas peut-être pas un stade de dimension vraiment typique de stade des majeurs, mais quand même, t'as beaucoup de gars qui ont quand même signé jusqu'en 2030-2032. C'est ça qui est le fun. Là. Mm-hmm. Mais je me dis qu'on est loin de l'époque où les Aces servaient de punching bag à Domingo Herman pour lancer un match parfait. Puis aussi, dernier point sur les Aces, c'est cette équipe-là, quand on parle de leur volonté de dépenser, c'est là, oui, on a signé les jeunes à des contrats qui, dans la réalité du baseball actuel, c'est 70 millions sur 7 ans pour Jacob Wilson, ça semble pas monstrueux, mais il faut rappeler que c'est des années de pré-arbitrage, des années d'arbitrage. Fait on n'a pas vraiment acheté une ligne d'autonomie complète. Il allait pas mal rester avec les Aces jusqu'à la fin de ce contrat-là, peu importe qui signe ou non. Là, c'est juste qu'au lieu de négocier d'année en année, le contrat est comme déjà réglé. Mais tu sais, en termes vraiment d'argent plus concret, on a pensé à ajouter Nolan Arenado. On avait une transaction pour Nolan Arenado. Ça a sorti il y a une dizaine de jours de ça. Ça avait fait du bruit à ce moment-là. Nolan Arenado, il y avait une transaction en place pour l'envoyer à Sacramento. Puis c'est lui qui a bloqué la transaction, c'est son droit. Il a laissé droit de 10 et 5, 10 années dans la MLB sans connaître avec son équipe, avec une même équipe, qui te permet, ça te donne une clause de non-échange à partir du moment où tu atteins ce statut-là. Mais tu sais, Arenado, ça reste un gars qui est très grassement payé. On pensait que les Cards auraient payé une partie de ce salaire-là comme ils l'ont fait en l'envoyant en Arizona. Mais quand même, tu sais, ça dit que cette équipe-là était à vraiment prendre au sérieux. Puis on a considéré payer un gros prix monétaire pour aller chercher Arenado et le greffer à cette formation.
Donc, c'est ce qui se passe du côté des Aces, comme on parle encore une fois, là, les gars, quand même, un beau futur qui s'en vient. On a dit en préambule, comme quoi, bon, on parlait de la classique mondiale qui s'en vient, mais la grosse histoire qui sort en ce moment, c'est pas une histoire nécessairement très positive, ou du moins très optimiste avec ce tournoi qui s'en vient. Félix, Pop, Porto Rico, là, qui menacerait de se retirer du tournoi complètement. Donc, notamment, là, il y a des fins d'assurance qui viennent jouer un petit peu là, dans ce dossier-là. Là. C'est fou, man. Cette histoire-là est complètement folle. Pour ceux qui ont moins suivi, Porto Rico, qui est une des nations qui va accueillir des matchs lors de la Classique mondiale, qui commence le mois prochain. Puerto Rico se plaint parce que l'équipe n'est pas capable d'aller chercher des joueurs parce que l'assurance les empêche, ces joueurs-là, d'y aller en étant assurés. Contexte, les joueurs qui se présentent à la Classique mondiale sont assurés pour la présence. T'sais, si, mettons, ils se blessent, leur salaire est payé par une assurance ou quoi que ce soit, c'est la MLB et l'Association des joueurs qui ont une entente avec un assureur qui est approuvé par la Classique mondiale. Donc, il y a une entente entre les deux pour qu'un assureur assure les joueurs en partenariat avec la Classique mondiale. Là, le problème, c'est qu'on trouve que les conditions de ça commencent à être extrêmement restrictives. Par exemple, tous les gars qui ont au moins 37 ans ne sont pas assurés. Et il y a d'autres conditions. Je pense que c'est si tu as été blessé, si tu as manqué des matchs à l'année, si tu as fait un. Je pense que j'ai même vu si tu as fait un. Les conditions sont pas claires, là, ça sort au compte-gouttes, mais ça circule, je pense que si tu as été sur la liste des blessés à un moment donné, tu n'es pas assuré. Fait que c'est gros. Là. C'est que un 10 jours sur la liste des blessés dans la MLB, après tous les gars finissent par le faire une fois par année. Là. Fait ça fait en sorte que Porto Rico, qui est une des bonnes nations de baseball quand même, se retrouve dans une situation où est-ce que on accueille des matchs, on reçoit des matchs et on songe quand même à se retirer de ce tournoi-là. Parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens, mais on veut protester par rapport à ces règles-là. Tu sais, je regarde, mettons juste Porto Rico, là, des gars qui se sont fait dire non, OK? Les deux gros noms, c'est Francisco Lindor et Carlos Correa. C'est les deux gros noms qu'on ne pourra pas avoir. Il y a même José Altuve au Venezuela qui est dans cette situation-là. Mais tu sais, même Porto Rico, au-delà de ça, José Berrios, Giovanni Moran, Luis Quinones, Yaxel Rios, Victor Caratini, Alexis Diaz, Emilio Pagan. C'est une énorme quantité de joueurs qui auraient sans aucun doute fait de cette équipe-là. Tu sais, c'est difficile de construire une équipe quand on dit, bah, OK, prends ta poule de joueurs, l'ensemble de joueurs que tu peux prendre, là. Non, lui, tu peux pas. OK, non, lui, tu peux pas. OK, non, lui, tu peux pas. Lui, tu peux pas. En ce moment, là, Porto Rico a 5 joueurs confirmés. Un qui est Nolan Arenado. Je ne sais pas ce qu'il fait avec Porto Rico, mais on a 5 joueurs confirmés. Il faut annoncer l'alignement, je crois, d'ici 2 semaines. C'est peut-être même avant ça. Ça arrive vite. Là. Fait que, bonne chance à Porto Rico pour faire ça. Puis c'est sûr que ça va finir par chialer parce que c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on accueille des matchs à Porto Rico. En tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'on espérait le faire. Les dernières éditions, on n'y avait pas été. Et là, pour une fois où est-ce qu'on réussit à attirer le tournoi chez nous, la moitié des joueurs qu'on pourrait avoir ne sont pas disponibles. Fait que c'est extrêmement, extrêmement frustrant. Et je dirais aussi, je me demande à quel point la situation d'Edwin Diaz, qui s'était blessé à la dernière Classique mondiale en célébrant, ça avait été une blessure majeure. Puis je me demande si ça joue un rôle dans le fait que l'assurance ne souhaite pas assurer certains joueurs. Un grand nombre, mais je pense que ça joue un facteur. Et le dernier point que Porto Rico en particulier dénonce, c'est que ces restrictions-là d'assurance semblent beaucoup plus lousses pour les États-Unis et le Japon. Il y a beaucoup de gars qu'on considère du côté de Porto Rico qu'on est dans des situations extrêmement similaires, mais les gars des États-Unis et du Japon sont assurés et pas les gars de Porto Rico et du Venezuela, les autres pays d'Amérique latine. Pas d'Amérique du Sud nécessairement, d'Amérique latine, pour ceux qui écoutent le show à chaque semaine. Je fais enfin la distinction entre les deux. Fait que, les Antilles. D'Amérique latine, en ce moment, tout ça commence à chialer pas mal, et sérieusement, à juste titre, parce que c'est extrêmement frustrant pour ces pays-là qui veulent juste montrer le mieux qu'ils ont, les meilleurs joueurs qu'ils ont. Ils ne sont pas capables d'aligner une équipe avec leurs meilleurs joueurs. C'est sûr, moi, ce que ça me fait penser tout ça. Déjà qu'on avait
énormément de problèmes à régler pour la prochaine convention collective puis l'éventuel conflit de travail là-dessus. Faut qu'on rajoute les assurances pour la Classique mondiale de baseball. C'est une méchante affaire. Comme on n'en avait pas déjà assez, vous voulez, on va rajouter ça dans la liste de problèmes aussi. Sacrement. C'est que j'ai tellement hâte au lockout dans le baseball. J'ai tellement hâte. Écoute, prends de mal, ça sera pas long. Ça sera pas long ce qui vient avec ça. OK, donc deux petites nouvelles rapides. Là. Bon, Eugenio Suarez qui retourne avec les Reds. Il a passé quand même 8 ans dans cette organisation-là. Luis Arraez qui s'entend avec les Giants pour une saison. Dans la nouvelle, avant qu'on passe à autre chose, Félix, tu voulais parler d'Édouard Julien? Oui, Édouard Julien, je reviens à la Classique mondiale vite. Édouard Julien, on le sait, cette semaine a été échangé aux Rockies du Colorado. Il était avec les Twins depuis le début de sa carrière et a été échangé aux Rockies du Colorado. On sait qu'en 2023, la dernière édition de la Classique mondiale, Édouard Julien avait représenté le Canada. Et d'ailleurs, il y avait eu un excellent tournoi qui l'avait mis en confiance, qui avait permis de connaître une belle saison 2023. On s'attendait à le revoir en 2026, mais là, le bruit qui circule, c'est que ce ne sera pas possible. Julien, après la transaction, a parlé aux médias et ce qu'il a expliqué, c'est que les Rockies le veulent au camp du début à la fin et la Classique mondiale est disputée pendant les camps d'entraînement de la MLB. Donc, en ce moment, Julien ne ferme pas complètement la porte, mais ce qu'on croit comprendre, c'est que possiblement qu'Édouard Julien ne sera pas là, ce qui est extrêmement dommage. C'est probablement probablement le meilleur joueur québécois en ce moment qui aurait pu représenter le Canada, du moins, et il n'y sera pas. En tout cas, ne devrait pas y être, pourrait y être si Rocky change d'idée, mais ça, pour lui, ce serait difficile de fermer la porte à la possibilité de se prouver avec les Rockies, cette nouvelle équipe, d'autant plus que ça a fini un peu en queue de poisson pour le Minnesota. Fait que ça va être à surveiller, mais ne soyez pas surpris si Édouard Julien, malheureusement, doit s'absenter de ce tournoi.